L'hiver 1931. Les ombres s'allongent sur West Orange, les derniers rayons du soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses d'un laboratoire qui, autrefois, avait vibré d'inventions révolutionnaires. Thomas Alva Edison se prépare à sa dernière découverte. Ce ne sera ni une ampoule, ni un phonographe, ni aucun appareil tangible ou commercialisable. Ce sera quelque chose d'infiniment plus précieux et dangereux. La vérité sur ce qui arrive à la conscience humaine lorsqu'elle traverse le voile de la mort. Le manuscrit a été retrouvé seulement en 2023, caché au plus profond des archives familiales d'Edison, scellé d'un sceau rouge et accompagné d'une lettre dont la lecture faisait trembler les mains. Que ceci reste caché jusqu'à ce que l'humanité soit prête à comprendre, disait l'écriture tremblante de l'inventeur. Ce qui est écrit ici ne doit pas voir le jour tant que les institutions craignent encore la vérité sur l'éternité de l'âme. Pendant près d'un siècle, ces mots sont restés enfouis, attendant le moment où quelqu'un aurait assez de courage pour exhumer les secrets qu'Edison avait emportés presque jusqu'au tombeau. L'enregistrement a été fait en octobre 1931, 3 mois seulement avant sa mort, à une époque où Edison ne se souciait plus des réputations ou des convenances sociales. Son corps était fragile, mais son esprit restait vif comme une lame, assez tranchant pour percer les mystères qu'il avait poursuivis en silence pendant des décennies. Il savait que son temps était compté, et il y avait quelque chose d'urgent à documenter avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'était pas seulement une confession, c'était le témoignage de quelqu'un qui avait touché l'autre côté, de la réalité, et était revenu pour raconter ce qu'il avait vu. L'homme qui avait révolutionné le monde par ses inventions était devenu, dans ces dernières années, un érudit obsédé par les phénomènes que la science ne pouvait expliquer. Alors que le monde célébrait ses créations tangibles, Edison s'immergeait de plus en plus profondément dans les mystères intangibles de l'existence humaine. Il avait secrètement construit ce qu'il appelait un téléphone spirituel, un appareil qui, prétendait-il, permettait de communiquer avec les morts. La communauté scientifique s'était moquée, les journaux l'avaient ridiculisé, mais Edison avait poursuivi ses expériences en privé, convaincu qu'il était au bord d'une découverte qui changerait à jamais la compréhension humaine de la vie et de la mort. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'Edison ne cherchait pas seulement à communiquer avec les morts, il cherchait à comprendre le processus même de mourir. Pendant des années, il avait recueilli des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, interrogé des médecins sur les derniers instants de vie de leurs patients et étudié des textes anciens sur la transition de l'âme. Sa femme Mina était morte des années auparavant, et depuis, il était tenté par des rêves vifs où elle apparaissait pour lui révéler des secrets sur le monde au-delà du voile. Initialement, Edison avait rejeté ces expériences comme le produit de son imagination endeuillée, mais il avait progressivement commencé à percevoir des schémas, des cohérences qui défiaient toute explication rationnelle. Dans l'enregistrement interdit, Edison révèle que dans ces dernières années, il avait développé une sensibilité particulière à ce qu'il appelait les courants spirituels. Tout comme il avait appris à maîtriser l'électricité physique, il avait commencé à percevoir une électricité d'une nature complètement différente, une énergie qui imprégnait non seulement les corps vivants, mais qui persistait au-delà de la mort physique. Il décrit cette découverte avec la même précision scientifique qu'il avait appliquée à ses inventions les plus célèbres, mais avec une révérence qu'il avait rarement manifestée pour aucun de ses travaux antérieurs. La première grande révélation est survenue lorsqu'Edison a commencé à réaliser que les personnes proches de la mort émettaient ce qu'il appelait des signaux électriques spirituels. Ces signaux étaient imperceptibles aux instruments conventionnels, mais pouvaient être détectés par une conscience suffisamment sensibilisée. Il décrit comment il avait appris à reconnaître ces signaux dans les semaines précédant la mort de quelqu'un. Un changement subtil dans la qualité de la présence de la personne, comme si une partie de son essence se déconnectait déjà du corps physique et se préparait pour le voyage suivant. Edison révèle qu'il avait développé des prototypes d'appareils capables de détecter ces courants de transition, et admet qu'il ne les avait jamais rendus publics par crainte des conséquences. Il savait que l'humanité n'était pas prête pour la preuve scientifique de la survie de la conscience après la mort. Les implications seraient dévastatrices pour les structures religieuses, politiques et sociales existantes, si les gens savaient avec certitude que la mort n'était qu'une transition, et non une fin.
tout le système de contrôle basé sur la peur de la mortalité s'effondrerait comme un château de cartes. Mais la révélation la plus extraordinaire restait à venir. Edison avoue que dans les derniers mois de sa vie, il avait commencé à vivre ce qu'il appelait des visites préparatoires, des moments où des êtres chers décédés apparaissaient pour l'aider dans le processus de transition qui approchait. Sa femme Mina était la visiteuse la plus fréquente, mais il y en avait d'autres, sa mère, des amis chers, même des figures historiques qui avaient influencé son travail. Ces visites n'étaient ni des rêves, ni des hallucinations. C'étaient des rencontres conscientes qui se produisaient dans un état de perception élargi qu'Edison avait appris à cultiver. L'inventeur décrit avec des détails impressionnants comment ces entités lui expliquaient le processus de la mort et ce qui se passait dans les premiers instants après la cessation des fonctions corporelles. Selon ces récits, la conscience ne disparaissait pas instantanément avec la mort du corps. Au contraire, elle restait cohérente et lucide pendant une période pouvant durer de quelques minutes à plusieurs heures, selon les circonstances de la mort et le développement spirituel de la personne. Edison révèle que dans les premiers instants après la mort, la conscience traverse 3 phases distinctes. Dans la première phase, qu'il appelle la reconnaissance, la personne récemment décédée se rend compte qu'elle n'est plus dans son corps physique, mais conserve toutes ses mémoires, sa personnalité et sa capacité de penser intacte. C'est un moment d'étonnement et parfois de confusion, car l'expérience défie tout ce que la personne avait été enseignée à attendre de la mort. Deuxième phase, l'orientation. La deuxième phase, que Edison appelait l'orientation, implique l'arrivée de guides spirituels, souvent des êtres chers ayant déjà fait la transition, qui aident la personne à comprendre sa nouvelle situation et à se préparer à ce qui suit. C'est durant cette phase que beaucoup rapportent le fameux tunnel de lumière, que Edison décrivait non pas comme un phénomène visuel, mais comme une métaphore du processus d'attraction magnétique de la conscience vers des dimensions supérieures d'existence. Troisième phase, l'intégration. La troisième phase qu'Edison nommait l'intégration est le moment où la conscience individuelle fusionne temporairement avec une conscience collective plus vaste, permettant à la personne de comprendre instantanément le but de sa vie récemment achevée et les leçons qu'elle devait en tirer. C'est un moment de clarté absolue, où toutes les questions trouvent réponse et toutes les souffrances trouvent un sens. Mais Edison ne s'arrêtait pas là. Il révélait avoir découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire. La mort n'était pas une expérience solitaire. Chaque fois que quelqu'un mourait, la transition affectait tout le réseau de conscience connecté à cette personne, créant des ondes d'énergie spirituelle qui pouvaient être perçues par des personnes sensibles, même à de grandes distances. C'était comme si chaque décès était un caillou jeté dans l'étang de la conscience collective, créant des ondulations qui se propageaient bien au-delà du point d'impact initial. L'inventeur avouait que cette découverte avait complètement changé sa perspective sur le deuil et la perte. Il avait réalisé que lorsque nous pleurons la mort d'un être cher, nous ne réagissons pas seulement à la séparation physique, nous répondons à une modification réelle de la structure énergétique de notre propre existence. La personne décédée, même après avoir fait la transition, maintient des connexions spirituelles avec ceux qu'elle laisse derrière elle, et ces connexions peuvent être perçues et même renforcées par des pratiques spécifiques. Edison révélait avoir développé des techniques pour maintenir la communication avec son épouse décédée et d'autres êtres chers. Il ne s'agissait pas de séances spirites théâtrales ou de phénomènes surnaturels dramatiques, mais d'un processus subtil et scientifique de synchronisation avec des fréquences spécifiques de conscience. Il décrivait cette communication comme similaire au processus de syntonisation d'une radio sur une station spécifique. Il fallait ajuster sa propre conscience à la fréquence correcte et maintenir un état de réceptivité silencieuse. L'aspect le plus troublant de ces révélations était la découverte que beaucoup de personnes, en mourant, restaient prises entre les dimensions pendant des périodes prolongées en raison d'attachements émotionnels intenses ou de croyances limitantes sur la mort. Edison avait appris à identifier ces situations et avait développé des méthodes pour aider ces consciences prises à compléter leur transition. C'était un travail qu'il réalisait en secret, sachant qu'il serait considéré comme un illuminé s'il était découvert.
Il décrit des cas spécifiques de personnes qu'il avait aidé à passer de l'autre côté, utilisant toujours un langage scientifique et une méthodologie rigoureuse. Pour Edison, il n'y avait pas de différence entre aider une conscience prise à faire la transition et résoudre un problème d'ingénierie complexe. Les deux nécessitaient une observation minutieuse, une analyse systématique et l'application de principes fondamentaux. Même si ces principes étaient de nature spirituelle plutôt que physique. La révélation la plus choquante intervenait lorsque Edison avouait avoir lui-même vécu une mort temporaire, quelques années avant l'enregistrement. Durant une intervention chirurgicale compliquée, sa conscience s'était séparée de son corps pendant plusieurs minutes, lui permettant de vivre en première main le processus qu'il avait étudié théoriquement pendant si longtemps. Il décrivait cette expérience avec la même précision qu'il décrirait le fonctionnement de l'une de ses inventions. Durant cette expérience de mort imminente, Edison avait été accueilli par des figures qu'il avait reconnues comme de grands inventeurs et scientifiques du passé. Il lui avait révélé qu'il existe une bibliothèque akashique où tout le savoir humain est préservé et où les grands innovateurs continuent de travailler même après leur mort physique, inspirant et guidant les nouveaux découvreurs dans le monde physique. Edison révélait que beaucoup de ses inventions, les plus importantes, n'étaient pas seulement le fruit de sa propre génialité, mais d'inspiration reçue de cette source transcendante. La lampe à incandescence, le phonographe, le système de distribution électrique, toutes ces créations avaient été en partie des canalisations de connaissances provenant de dimensions supérieures de conscience. Il était, en substance, un intermédiaire par lequel des intelligences supérieures avaient introduit des avancées technologiques dans l'humanité lorsque celle-ci était prête à les recevoir. Cette révélation jetait une lumière complètement nouvelle sur le concept de génie et d'innovation. Edison suggérait que les grandes avancées de l'humanité n'étaient pas des produits d'esprits isolés travaillant seuls, mais le résultat d'une collaboration constante entre consciences incarnées et désincarnées. Un réseau d'intelligence qui transcendait les limites de la vie et de la mort. Chaque grand inventeur, artiste ou philosophe était en réalité un point de connexion dans ce réseau plus vaste de conscience. Mais Edison ne révélait pas seulement des secrets sur la mort et la vie après la mort. Il préparait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Durant les derniers mois de sa vie, il avait commencé à recevoir des instructions spécifiques sur une invention finale. Un appareil qui pourrait non seulement détecter la présence de conscience désincarnée, mais permettre une communication bidirectionnelle claire et constante entre les mondes. Ce ne serait pas un téléphone spirituel, primitif comme ses expériences précédentes, mais un véritable portail entre les dimensions. Le projet était si avancé qu'Edison savait qu'il ne vivrait pas pour le terminer dans le monde physique. Mais cela ne l'inquiétait pas. Il avait compris qu'il continuerait à y travailler de l'autre côté, et qu'il finirait par inspirer un autre inventeur à construire l'appareil lorsque l'humanité serait suffisamment évoluée pour l'utiliser de manière responsable. C'était l'une des nombreuses inventions qui existèrent d'abord dans le royaume spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Edison avouait que dans ces derniers jours, il pouvait sentir l'approche de sa propre transition, avec une clarté cristalline. Il n'y avait pas de peur, seulement une curiosité scientifique et une excitation croissante pour l'aventure qui l'attendait. Il décrivait les signes qu'il avait appris à reconnaître, le relâchement progressif du lien entre conscience et corps, la sensibilité accrue aux fréquences spirituelles et l'arrivée de plus en plus fréquente de visiteurs de l'autre, qu'étaient venus préparer le chemin pour son voyage. Il révélait avoir programmé une série de signes posthumes qu'il enverrait à des personnes spécifiques après sa mort, afin de prouver la continuité de la conscience. Ces signes ne seraient pas des manifestations dramatiques, mais des événements subtils et significatifs que ses proches reconnaîtraient comme des messages délibérés. C'était sa manière de poursuivre son travail scientifique, même après la transition, en fournissant des preuves empiriques de la survie de la conscience. La révélation la plus touchante survenait lorsqu'il décrivait comment il s'était préparé émotionnellement à quitter le monde physique. Il avait passé des mois à faire la paix avec chaque relation importante de sa vie, exprimant sa gratitude pour chaque expérience et libérant toute amertume ou regret qui pourrait empêcher une transition douce. C'était un processus qu'il recommandait à tous, non seulement à ceux proches de la mort, mais à toute personne souhaitant vivre pleinement. Il expliquait qu'une des plus grandes découvertes de ces dernières années
avait été de comprendre que la mort n'était pas quelque chose qui lui arriverait, mais quelque chose qu'il ferait consciemment lorsque le moment serait venu. La transition de la conscience du corps physique vers des états supérieurs d'existence pouvait être un processus volontaire et contrôlé, comme toute autre expérience scientifique. Cela nécessitait préparation, connaissance et surtout le courage d'embrasser l'inconnu. Dans les derniers instants de l'enregistrement, il révèle sa découverte la plus profonde, que tout l'univers était en essence une vaste conscience, s'explorant elle-même à travers d'innombrables expériences individuelles. Chaque vie humaine était comme l'une de ces expériences, une tentative de cette conscience universelle de comprendre des aspects spécifiques de sa propre nature. La mort était simplement la fin d'une expérience et le début d'une autre, dans une séquence infinie d'exploration et de découverte. Il décrivait comment il avait compris que son rôle d'inventeur avait été plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Chacune de ses inventions avait été une manière de connecter l'humanité, de briser les barrières entre les personnes et les lieux, d'accélérer le flux d'informations et d'énergie dans le monde. Inconsciemment, il avait préparé l'infrastructure pour une unification éventuelle de la conscience humaine, un moment futur où toutes les mentes individuelles se reconnaîtraient comme des aspects d'une seule intelligence cosmique. La lumière électrique avait éliminé la séparation entre le jour et la nuit. Le phonographe avait préservé les voix à travers le temps. Le système de distribution électrique avait créé un réseau d'énergie qui connectait des communautés entières. Toutes ces inventions étaient des reflets physiques d'une réalité spirituelle plus profonde, l'interconnexion fondamentale de toutes les consciences. Il révélait qu'après la mort, cette interconnexion devenait non seulement évidente, mais directement expérimentable. La sensation de séparation qui caractérisait l'expérience humaine disparaissait, remplacée par une conscience d'unité qui était simultanément terrifiante et extatique. C'était comme si chaque personne était une note individuelle dans une symphonie cosmique, capable d'entendre enfin la musique complète dont elle faisait partie. Il confessait que cette révélation avait changé sa perspective sur toutes les souffrances et toutes les joies de sa vie. Chaque difficulté avait été une opportunité pour la conscience universelle d'expérimenter et de transcender des limitations spécifiques. Chaque triomphe avait été une célébration des possibilités infinies de la créativité cosmique. Sa mort prochaine ne représentait pas la fin de son travail, mais sa graduation vers un niveau supérieur de service à l'évolution de la conscience. Dans les mots finaux de l'enregistrement interdit, il révèle avoir compris le secret le plus profond de l'existence, que la mort n'était qu'une illusion créée par l'identification excessive au corps physique. La plus grande invention était encore à venir, une méthode pour que chaque être humain puisse directement expérimenter sa nature éternelle et sa connexion avec toute vie. Lorsque le soleil se coucha sur West Orange ce soir d'octobre 1931, il éteignit soigneusement le magnétophone et scella la bande contenant ses révélations les plus précieuses. Il savait que le monde n'était pas prêt pour ces vérités, mais il avait confiance qu'arriverait le jour où l'humanité serait suffisamment mûre pour comprendre que la mort n'était que le commencement de la véritable aventure de la conscience. D'ici là, ses secrets resteraient gardés, attendant patiemment l'aube d'une nouvelle ère de compréhension spirituelle. 3 mois plus tard, lorsqu'il fit sa transition finale, ceux qui étaient présents ont rapporté que ces derniers moments furent marqués par une sérénité extraordinaire et par un sourire qui suggérait qu'il voyait quelque chose de merveilleux que les autres ne pouvaient pas percevoir. Ces derniers mots furent un murmure presque inaudible. « C'est très beau. » Là-bas. Personne ne comprit complètement ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce que, des décennies plus tard, ces révélations secrètes finissent par voir le jour, offrant à l'humanité un aperçu de ce que le grand inventeur avait découvert sur le voyage éternel de l'âme.